Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la troisième dynastie égyptienne. Et croyez-moi, ce n'est pas n'importe quelle période. C'est un moment charnière, la naissance de l'âge d'or de l'Égypte, là où des idées complètement folles et des ambitions sans précédent ont forgé une civilisation qui allait marquer l'histoire à jamais. La question qui va nous servir de fil rouge est assez vertigineuse. Comment est-ce qu'une civilisation, il y a presque 5000 ans, a bien pu imaginer et surtout réussir à bâtir une structure aussi révolutionnaire? C'est vraiment ça l'énigme au cœur de la troisième dynastie, un véritable défi à l'imagination. Alors, pour se repérer un peu, avant cette fameuse troisième dynastie, on a ce qu'on appelle la période Tinnite, le moment de l'unification de l'Égypte. Mais c'est autour de 2700 avant notre ère que tout bascule. L'ancien empire se réveille et la troisième dynastie en est vraiment l'étincelle. C'est le début du tout premier âge d'or, bien avant que les célèbres pyramides de Gizeh ne dominent l'horizon. Alors, au programme aujourd'hui, on va explorer ensemble le contexte de cet âge d'or, rencontrer ces deux personnages principaux, assister à une véritable révolution architecturale, sonder le génie de ses savants, analyser la puissance de son État, et pour finir, on prendra la mesure de son héritage absolument monumental. Ok, pour commencer, il faut comprendre le contexte politique. L'Égypte de l'époque, ce n'est plus un puzzle de petits royaumes qui se chamaillent. Non, c'est devenu un État unifié, fort et prêt à voir les choses en très très grand. Regardez cette carte. On voit très bien ce royaume unifié, qui s'étend du delta fertile jusqu'au sud plus aride. Et au centre de tout ça, il y a Memphis, la nouvelle capitale. C'est depuis cette immense métropole que le pharaon va piloter un empire et lancer des projets qui vont littéralement défier le temps. Et la clé de voûte de tout ce système, c'est cette idée du double pays. Le pharaon n'est pas juste un roi, il est le maître des deux terres, celui qui unit la haute et la basse Égypte. Cette unité, c'est le socle, la fondation sur laquelle vont reposer toute la stabilité et la prospérité qui vont nourrir les ambitions démesurées de l'époque. Au cœur de cette histoire incroyable, il y a deux hommes. D'un côté, on a un roi avec une ambition qui dépasse tout ce qu'on avait vu avant, et de l'autre, un esprit brillantissime, capable de transformer cette ambition en pierre. Alors, d'un côté, on a le pharaon Djéser, le roi le plus connu de la dynastie. C'est un visionnaire qui rêve d'un monument pour l'éternité. Et de l'autre, il y a Imhotep, son vizir, l'architecte de ce rêve. Mais attention, Imhotep est bien plus qu'un simple bras droit. C'est le cerveau de toute l'opération. D'ailleurs, il suffit de regarder ces titres, qui ont été gravés sur la statue de son propre roi, chancelier, administrateur en chef, architecte et sculpteur, la liste est longue. Imhotep n'était pas juste un architecte, c'était ce qu'on appelle un polymathe, un génie universel. En fait, il faut complètement revoir l'image qu'on a du scribe égyptien. Des personnages comme Imhotep n'étaient pas de simples gratte-papier. Le mot égyptien « sèche », on devrait plutôt le traduire par « savant ». Ils formaient une véritable élite intellectuelle. C'étaient les ingénieurs, les scientifiques, les penseurs de leur temps, qui maîtrisaient aussi bien le droit que les maths ou la géographie. Et c'est justement cette puissance intellectuelle qui va nous mener au point d'orgue de notre histoire, la construction d'un complexe funéraire qui va littéralement révolutionner l'architecture pour les milliers d'années à venir. Bon, alors comment est-ce qu'on est passé de rien à ça? Avant, les tombes des rois, c'était des mastabas, des sortes de grosses boîtes rectangulaires. L'idée de génie d'Imhotep, c'est de ne pas s'arrêter à un seul niveau. Il a eu l'idée folle d'empiler plusieurs mastabas, de plus en plus petits les uns sur les autres. Et le résultat, eh bien, c'est une forme complètement nouvelle, la première pyramide à degrés. Un escalier symbolique pensé pour que l'âme du pharaon puisse monter vers le ciel et rejoindre les étoiles. Imaginez un peu. On est autour de 2660 avant notre ère quand Imhotep dessine ce monument pour Djéser. C'est un moment de rupture dans l'histoire de l'humanité, il y a plus de 4600 ans. Mais attention, la pyramide, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, elle est le résultat d'une véritable explosion intellectuelle qui a touché toute la société égyptienne à cette époque. En effet, si on se concentre juste sur la pierre, on passe à côté de l'essentiel. L'avancée de la troisième dynastie est bien plus profonde que ça, et elle touche des tas d'autres domaines du savoir. Prenez l'exemple de Hésiré, un haut fonctionnaire qui vivait à la même époque qu'Imhotep. Son titre officiel, médecin et chef des dentistes. Oui, on a bien lu. Une spécialisation médicale qui paraît incroyable pour l'époque et qui suggère qu'ils avaient déjà une connaissance assez fine des maladies des dents et de la façon de les soigner.
Tout ça, ça nous montre qu'on est très très loin d'une société primitive. C'est une civilisation qui valorise le savoir, la connaissance, et qui encourageait déjà une spécialisation très poussée, que ce soit en architecture ou en médecine dentaire. La question, c'est comment de telles prouesses étaient-elles possibles? Eh bien, elles n'auraient jamais pu voir le jour sans une chose: une structure d'État centralisée et extrêmement puissante. C'est cet État qui organisait les chantiers colossaux, bien sûr, mais aussi les expéditions militaires et commerciales, par exemple dans le Sinaï pour aller chercher du cuivre, et qui finançait un art d'une finesse incroyable, comme on le voit dans les statues de l'époque. Au sommet de cet État, le pouvoir du pharaon est absolu. Il n'est pas juste un roi, il est vu comme l'incarnation du dieu Horus sur Terre et le fils du dieu créateur, Ré. Sa mission principale, c'est de maintenir la Ma'at, c'est-à-dire l'harmonie, l'ordre cosmique. Et pour ça, il doit rendre la justice, assurer de bonnes récoltes et protéger les frontières. C'est cette autorité quasi divine qui lui donne le pouvoir de mobiliser toutes les ressources d'un pays pour ses projets. Alors, pour conclure, quel est l'impact réel de cette période fondamentale? Eh bien, pour le dire simplement, il est immense. La troisième dynastie a tout simplement inventé l'architecture monumentale en pierre. Elle a créé un modèle d'État centralisé qui a duré des millénaires. Elle a fait du roi un dieu vivant. Elle a posé les bases de la science et de la médecine. Et surtout, elle a prouvé au monde entier que l'ambition humaine, quand elle est bien organisée, peut absolument tout accomplir. Finalement, l'œuvre de Djetser et d'Imhotep va bien au-delà d'une simple tombe, aussi impressionnante soit-elle. C'est le plan, le modèle même de la civilisation égyptienne pour les 3000 ans à venir qui a été dessiné et construit à ce moment-là. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quand on regarde ces réalisations qui ont traversé les millénaires, on ne peut pas s'empêcher de se demander quelle innovation de notre propre époque laissera une trace aussi profonde, aussi durable dans 5000 ans.